Bonsoir, donc TV Debout a la chance de recevoir Paul Jorion ce soir. Merci. Vous avez fait une intervention en AG hier, remarquée, extrêmement applaudie. Oui, vous avez quand même bien reçu. Ouais. Et donc nous allons regarder cette séquence-là. Elle commence pas totalement au début. On reparlera des quelques mots que vous avez dit au début. Mais vous allez voir que là, il y a un bilan de l'économie et de l'effet de l'économie sur nos vies qui est assez effroyable. Donc nous revoyons après la séquence. Les salaires, dont les coûts, qui sont une chose abominable qu'il faut réduire au maximum. Et ça va nous conduire à aligner les salaires en France sur ceux du Bangladesh. C'est ça qu'on nous dit qu'il faut faire. Par contre, les dividendes qu'on donne aux actionnaires, les salaires invraisemblables qu'on donne à certains dirigeants d'entreprise, les bonus, tout ça ce sont des profits. Et les profits, vous le savez, ils peuvent monter jusqu'à l'infini sans que ça dérange qui que ce soit. On vire les gens dans les entreprises et le patron reçoit un bonus parce qu'il a diminué les coûts. Les règles comptables, elles ne sont pas écrites à l'Assemblée nationale, elles ne sont pas écrites au Sénat. Elles sont rédigées par des comptables qui appartiennent à une société privée dont le siège social est dans un paradis fiscal, c'est dans le Delaware. Ces gens-là, avec des juristes, ce sont les prêtres d'une religion féroce. Ils sont aux ordres avec les gens qui dirigent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne. Ils sont aux ordres d'une aristocratie de l'argent qui leur dit quoi faire. Le travail disparaît. Nous sommes remplacés par des robots, nous sommes remplacés par des logiciels. Nous sommes mis sur la touche. Celui qui est remplacé par une machine ne gagne absolument rien à ce que ce soit passé de cette manière-là. Et on dit à celui qui perd un travail, on le culpabilise, on lui dit allez en trouver un ailleurs. Là, attendez, je regarde une seconde les petites notes. Oui, j'ai bien mis, on m'a donné 5 minutes. 5 minutes. Alors attendez une seconde. Tout cela se situe dans un rapport de force. Toutes les relations que nous avons, toute la politique que nous faisons, c'est dans un rapport de force. Le prix se détermine dans un rapport de force entre l'acheteur et le vendeur. Le taux qu'on vous demande à la banque, c'est le rapport de force entre l'emprunteur et le prêteur. Nous vivons dans un monde de l'entreprise qui est entièrement militarisé, où il n'y a que des lieutenants, des sous-lieutenants, des caporals, et des caporaux et des sous-caporaux. Nous sommes dans un monde qui va à sa perte. On nous dit qu'on va nous aider, nos dirigeants nous disent qu'ils vont nous aider à résoudre les problèmes, mais ils ne peuvent le faire, et ils le disent que uniquement si ça rapporte du profit, si dans une logique de bénéfice commercial, on peut le faire. Ce n'est pas eux qui nous aideront, il faut que nous prenions notre destin en main, nous-mêmes, ils ne le feront pas à notre place. Vous pouvez le faire ici, il faut que nous avancions. Continuons, c'est un combat qui ne fait que commencer. Les découvertes que vous faites, il faut bien le savoir, même s'il y a beaucoup d'hésitations ici, elles font peur. Parmi les gens qui justement sont du côté de cette religion féroce, ils ont peur de ce qui se passe ici, c'est une raison pour continuer. Merci. Donc voilà, vous voyez l'effet qu'a eu le petit speech de Paul Jorion sur l'Assemblée Générale. Écoutez, la première question concerne évidemment la Nuit debout. Ouais. Et en fait, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous pensez que la Nuit debout est en train de rallumer la lumière ? Ah oui, certainement, ouais. Il faut créer un espace comme ça. Moi, j'attendais un petit peu que ça se passe. C'est un truc de ce type-là, parce que moi, j'ai connu 68. Et voilà, la prise de parole, les assemblées libres, ça a été essentiel. Essentiel avec le recul. Au moment même, il y a plein de gens qui ont dit oui, il se passe rien, les gens viennent dire n'importe quoi, etc. Mais non, on le sait maintenant, c'était vraiment un ferment. On reprend la parole et ce qui est souvent très important, c'est des gens qui n'ont jamais parlé et qui disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et ils mélangent évidemment de l'individuel et du collectif et tout ça. Mais tout est là. Effectivement. Ouais. Alors d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il en reste encore, je voudrais quand même, faudrait que vous vous présentez quand même un peu. Voilà, vous êtes donc un anthropologue de formation, mais vous avez travaillé dans
beaucoup de domaines, dont un des domaines, les crédits commerciaux, où vous êtes retrouvé aux États-Unis au début des années 2000, hein, c'est ça? En 97. 97, voilà, fin des années 90, début des années 2000. Et donc là, vous commencez à voir un peu le fonctionnement des crédits commerciaux. Et là, vous commencez à comprendre qu'il y a peut-être un bug dans leur logiciel. C'est-à-dire, bon, je suis aux États-Unis, j'ai un boulot universitaire qui dure 6 mois et je décide de ne pas rentrer en Europe et je prends un boulot en informatique parce que bon, j'avais un profil d'informaticien et on m'offre un truc dans une petite firme de subprime, donc je découvre ce monde-là. Ensuite, j'ai travaillé dans les primes essentiellement, mais après, je me suis retrouvé dans le subprime, donc j'étais vraiment au cœur de ça. Mais ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait un, comment dire, ce qu'on appelle des processus non linéaires, c'est-à-dire il y a des choses qui produisent des sauts. Il y a des catastrophes qui sont prévisibles parce qu'il y a une ligne droite qui est écrite entre un endroit là et un endroit très distant. Et ça peut être difficile à percevoir, mais là, il y avait vraiment, entre les subprimes, qui est un tout petit secteur de l'économie et de la finance, et une crise majeure, il y avait une ligne droite qui était tracée. Et donc là, vous avez commencé à le percevoir à quel moment? Mais ça, c'est vers... avec des copains vers 2003-2004. D'accord. Alors, malheureusement, vous ne faites pas partie du film de Big Short, qui parle aussi d'un certain nombre de personnes qui, un peu comme vous, ont pressenti le risque. Ils ont pressenti le risque surtout en voyant que la durée des prêts, les taux des prêts allaient être débloqués au bout de 5 ans, donc après 2005 en 2007, et qu'à ce moment-là, évidemment, les gens ne pourraient plus payer, leur appartement, et du coup, la valeur actionnariale des prêts allait complètement s'effondrer et que ça allait être, et comme toutes les banques vivaient là-dessus, ça allait être une véritable catastrophe. Oui, et j'ai pu voir de l'intérieur que les systèmes de sécurité qu'on avait mis en place, en principe, ils étaient décrits dans les documents, en fait ils n'étaient pas en place en réalité. On s'était dit ça n'arrivera jamais, et c'est comme si on n'avait pas mis les portes des issues de secours dans un bâtiment. Normalement, les portes de sécurité dans ces cas-là, ce sont les agences de notation. Oui, elles doivent évaluer le risque, mais en fait, toutes ces structures étaient conçues pour avoir énormément de réserves, de tuyaux qui ramenaient des réserves à l'intérieur du système, etc. Et tout ça, en fait, n'avait pas véritablement été boulonné à l'intérieur. D'accord. Et donc, catastrophe, et une catastrophe mondiale à la clé de tout ça. Est-ce que vous pensez que, à travers cette analyse que vous avez eue, notamment à travers ce que vous avez dit en AG, ce que vous avez étudié depuis de nombreuses années sur le problème de l'économie, cette comptabilité qui a pour objet de fabriquer de l'argent, mais pas de fabriquer de l'intelligence et de l'humain et encourager l'humain, est-ce que vous ne pensez pas que d'une certaine manière, vous, précurseur, je ne sais pas, mais est-ce que vous ne pourriez pas devenir une vraie figure de Nuit debout ? Oh ben si, oui, bien entendu. Moi, je me reconnais dans tout ce qui se passe. Évidemment, il y a une diversité extraordinaire. Il y a des contradictions entre les choses qui sont dites, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est un ferment du monde qui va venir. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, à longueur de bouquin. C'est d'essayer de mettre de semer quelque chose, que ça germe et qu'il se passe des choses pour l'avenir. Parce que bon, ce qu'on a vu quand même depuis pas mal d'années, c'est qu'on avait l'impression, et dans le public, et il y a même des ministres qui l'ont dit, qu'il n'y avait plus rien à gauche, que la valeur que le mot gauche devait signifier plus rien, que entre la générosité et la cupidité, il n'y a finalement pas de différence, que la droite et la gauche c'est pareil. Non, absolument pas. La générosité, l'idée justement de l'avenir, l'idée d'une victoire provisoire, mais une victoire quand même de la vie sur la mort, ce sont des idées de gauche. Hein. Oui, effectivement. Et donc du coup, peut-être cette envie de dire aux membres de l'AG, aux gens qui font partie de l'AG, de s'exprimer, de ne pas hésiter à s'exprimer. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils acceptent dans un discours ce qui leur vient comme ça, de ne pas faire la différence entre ce qui est leur expérience individuelle et une réflexion sur le collectif. Ça n'a aucune importance. Ça a une importance. Les autres là vont entendre. Et la personne elle-même, en parlant, va entendre aussi ce qu'elle est en train de dire. Ça, c'est aussi essentiel. Ça, c'est le sociologue et l'anthropologue qui parle peut-être, non ? Le psychanalyste aussi qui parle, oui, d'accord. Est-ce que vous pensez que ce modèle on ne va pas parler de révolution, c'est largement trop tôt, cet événement est quelque chose, un modèle qui se répète à travers l'histoire. On parlait tout à l'heure de 68, on pourrait peut-être parler de la commune, on en a parlé un peu. Oui, il y a des phénomènes. Les clubs en 89, enfin, on voit bien que tout ça c'est du même ordre. Il vient un moment où le discours officiel et les courtisans de la cour qui répètent des trucs qui n'ont plus aucun rapport avec ce que les gens vivent véritablement, à ce moment-là,
il faut dire, voilà, il faut que la vérité soit dite d'une certaine manière. Évidemment, c'est une vérité, je dirais, qui émerge de la réalité même des gens. C'est pas une vérité de type logique ou mathématique, mais c'est la vérité par opposition à cette coupure qui existe à ce moment-là entre ce que les gens ressentent et les décisions qui sont prises. Et, dans mon dernier bouquin, je parle de ce rapport qui a été fait par des profs américains et qui montre, ils ont fait la liste en regardant dans la presse, en regardant partout ce que les gens veulent vraiment. Et ils se sont demandé combien de ces desiderata de la population, du peuple, apparaissaient dans les décisions qui sont prises au niveau des assemblées nationales. Et rien, absolument rien. Quelques rares fois, quand ça correspond à l'intérêt des lobbies. La communication est coupée. Et c'est la même chose en France, c'est la même chose en Europe de manière générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays... Non, en fait, non, la vraie question que j'ai envie de vous poser, mais je dois vous avouer que j'ose pas trop parce que peut-être que ça prendrait trop de temps, mais est-ce que le sociologue peut trouver des explications dans ce modèle qui se répète entre des gens qui dominent et des gens qui se laissent dominer? C'est le principe du mot debout, c'est la Boétie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans l'être humain, fait que inexorablement on revient à ça et on n'arrive pas finalement à échapper à un sort c'est un peu le titre de votre bouquin, c'est-à-dire que vous êtes plutôt pessimiste dans le titre. Aujourd'hui, vous êtes optimiste en voyant ce qui se passe, mais il y a quand même une forme de fatalité derrière tout ça, non? Oui, mais ce qu'il faut quand même voir, c'est que bon, on peut dire nous sommes des grands singes. Quand on fait l'arbre généalogique et qu'on regarde les ressemblances génétiques, on s'aperçoit que nous ne sommes pas distants des grands singes, nous sommes au milieu du groupe, voilà. Et chez les grands singes, on sait, il y a des relations de dominance, il y a des tourmenteurs et il y a des victimes, etc. Mais nous, on a quand même un peu de jugeote. On pourrait quand même aller contre ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un système économique et un système financier qui réintroduit une espèce d'état de nature, de la loi de la jungle, un capitalisme sauvage, qui enlève justement tout ce qui est la socialité de l'humain, comme si on n'avait rien appris. Et c'est ça, je dirais, l'élément essentiel de l'ultralibéralisme, c'est de réintroduire une espèce de guerre de tous contre tous à l'intérieur du système économique. Alors, est-ce que vous dites que d'une certaine manière, depuis 1789, 1870, 1968, peut-être 2016, il y a finalement toujours cette réaction d'une population face à un capitalisme et une économie qui est complètement en décalage avec la société? Ce que toutes les révolutions ne parviennent pas jamais à faire, c'est à casser complètement la machine à concentrer la richesse qui se trouve là. Et si on pense à la Révolution française, c'est tragique. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on écrit la propriété privée est sacrée. Est sacrée à une époque où on est dans une révolution anti-religieuse. On va faire tomber Robespierre parce qu'il essaie de recréer une nouvelle religion, mais on écrit la propriété privée est sacrée. C'est-à-dire, on est inscrit que cette machine à concentrer la richesse, on va la recommencer. On fait pareil en Union soviétique à partir des années 1925, etc., etc. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. À mon avis, il n'y a pas de nécessité, de la même manière qu'il n'y a pas de nécessité que les entreprises soient organisées sur un système hiérarchisé de type tout à fait militaire. Oui, mais à ce moment-là, je vais vous retourner ce que vous-même avez démontré. Il n'y a pas de libre arbitre, hein. C'est une illusion. On est quand même entraîné par un système. Il n'y a pas de libre arbitre, mais ça veut pas dire que nous soyons passifs à l'intérieur du système. Parce que même si nous observons d'une certaine manière en train de faire ce que nous faisons, nous réagissons de manière affective à ça. Et ça relance la machine. Donc, on n'a pas de libre arbitre au sens où on prendrait des décisions et ferait comme ça aussitôt après. Mais ça ne veut pas dire qu'on est passif ou qu'on n'a pas la possibilité justement de réagir en tant qu'individu. Le corps a une avance sur ce que la tête comprend. C'est tout. Oui. Mais nous ne sommes pas passifs pour autant. Oui, mais quand même, on est un peu dépassé par nos émotions. Est-ce que historiquement, culturellement, on ne se dit pas que finalement, se laisser aller à nos émotions pour essayer de contrer justement cette illusion de libre arbitre, est-ce que c'est pas paradoxal? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'opposition? Oui, mais nous laissons des rapports de force s'inscrire dans nos systèmes. Et il y a des gens qui se trouvent au bas de la hiérarchie. Et ces gens-là ont peur, ils ont raison d'avoir peur, ils reçoivent quelques miettes et ils se satisfont de ces quelques miettes jusqu'à ce qu'ils se révoltent un jour. Alors,
En revenant un peu à Nuit debout et à ces débats, Ouais. est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'addiction à la réflexion commune? Est-ce que il y a, quand on s'installe comme ça dans ces assemblées, qu'on écoute les gens parler, qu'on réagit, Ouais. qu'on vote, est-ce que ça crée une sorte oui, une addiction, quelque chose dont on ne peut plus se passer, ou est-ce que c'est d'un autre ordre? Est-ce Ouais. qu'il faut se forcer pour y aller? Non, mais c'est ça qui est sympathique. J'ai vu un jour, je crois que c'était dans le National Geographic, il y avait une photo d'un groupe de gorilles la nuit. Oui. Ils dormaient et on les avait quand même filmés avec un peu de lumière et on s'apercevait que dans ce groupe d'une cinquantaine de gorilles, il n'y en avait aucun qui dormait de manière absolument isolée. Ils touchaient tous un autre. Ouais, et nous, d'accord. on est comme ça. Et on nous répète que non, que c'est la concurrence qui nous dirige, mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'on est plus conscient de la concurrence que de l'entraide, de la solidarité? C'est parce que heureusement on a un sentiment de culpabilité. Donc quand on est dans la compétition, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. d'une certaine D'accord. manière. Mais c'est parce que la solidarité nous vient plus naturellement. On n'est pas dans l'inconfort quand on exerce l'entraide, la solidarité, tout ça. Donc vous dites en gros que la concurrence est un sentiment non naturel. C'est cultivé par nos sociétés essentiellement. Ouais. D'accord. Ouais. Enfin, la concurrence, c'est ce qui permet de survivre quand même. Non, je crois pas. Non, je crois que c'est un inconvénient uniquement. Et regardez même les banquiers, quand ils se mettent à tricher, ils font des ententes entre eux, ils exercent une solidarité totale. Ouais. Quand au moment où il y a une crise, on appelle la crise du Libor, c'est-à-dire les gens commencent à tricher. Moi, naïvement, j'ai cru qu'ils trichaient chacun de leur côté, mais pas du tout. Ils ont fait une grande chaîne d'entraide pour tricher tous en même temps. Le retour de l'être humain. Je suis absolument émerveillé, on pourrait rester à parler pendant Ouais. des heures parce que vraiment, je crois que vous êtes au cœur d'un sujet de long en large et en travers. Ce qui reste à dire éventuellement, c'est que votre livre va être traduit en chinois. Ouais, ça fait très Qui plaisir, fait ouais. partie d'une des meilleures ventes de ce site qui malheureusement gère un peu quand même les gens comme des esclaves. Hein, ouais. Ça, sur Amazon, Amazon.com, c'est malheureusement un peu difficile. Ouais. Mais en tout cas, ils se vendent bien, ils se vendent très bien parce Ouais, que très bien. peut-être que vous avez fait une analyse qui correspond à l'époque. Mais peut-être que les événements sont en train de démentir le titre de votre livre. Ben, j'espère, oui, c'est comme ça l'idée. Ouais. Moi, je savais pas si ce livre allait se vendre. Alors je dis, il y a un choix. Ou bien ça provoque un sursaut, ou bien ça aide les gens à faire le deuil de ce que ça a été l'être humain. Il y avait un style dans le temps qu'on appelait des consolations, et que souvent c'était des poèmes écrits parce qu'un enfant était mort, etc. Et je me suis dit, je peux l'écrire comme ça aussi. Et d'une certaine manière, je l'ai écrit comme ça aussi. Mais comme vous dites, le fait que les Chinois veulent le publier, alors que ce sont des gens, bon, j'ai pas beaucoup d'admiration pour le régime tel qu'il est maintenant, qui mélange un petit peu le pire de tous les côtés, mais en même temps, c'est une culture qui est consciente depuis très longtemps. Et ça, on le voit dans le confucianisme, dans le taoïsme, du fait que c'est difficile de faire vivre des gens ensemble en grande quantité. Les bandes de chasseurs-cueilleurs, ce sont des bandes de 50 à 100 personnes. Mais mettre plus de gens ensemble, c'est compliqué, c'est pas facile. Voilà, et ça, les Chinois sont conscients depuis très longtemps, parce qu'ils ont eu la première ville de 10 millions d'habitants, je crois que c'était au XVIe siècle en Chine. Ça fait longtemps qu'ils savent que c'est pas facile à organiser. Écoutez, on va rester sur cette idée-là, on va redonner la parole à d'autres citoyens comme les autres. Hein. Bien sûr. Et donc retour en AG, merci encore d'être venu sur ce plateau. Je crois que cette parole est vraiment très précieuse. Voilà, bonne continuation et peut-être vous reviendrez sur le plateau et voilà. on travaillera d'autres sujets encore un peu plus profondément. Merci à vous de me dire que je suis à ma place ici. C'est ce que je sens, mais après, hein, c'est mon opinion, elle n'engage que moi. Merci. Merci à vous.